8 ans. 8 ans passés en prison, sans véritable raison, dans des conditions qu'on a du mal même à imaginer. C'est le calvaire qu'a vécu Abdelaziz Goma. Son témoignage est glaçant. C'est une histoire de survie, bien sûr, mais c'est aussi un récit qui nous force à nous poser de sérieuses questions. C'est comme un cauchemar éveillé. Imagine un instant rouler en ville après un simple dîner, et soudain, toutes les règles de la réalité et de la civilisation s'évaporent. Ouais, l'angoisse totale. Plus de loi, plus de droit. Juste le vide absolu. C'est exactement ce qui est arrivé le 21 décembre 2018 à Abdelaziz Gouaima. Un citoyen irlando-togolais. Exactement. En une fraction de seconde, il a basculé dans un gouffre. Donc, ok, décortiquons cela. Cette exploration approfondie se penche sur ces témoignages glaçants récemment diffusés sur RFI et TV5 Monde. C'est ça, des témoignages qu'il a livrés juste après sa libération, qui fait suite à 8 longues années de détention arbitraire au Togo. Et c'est une plongée vraiment vertigineuse dans la réalité de ce système carcéral togolais. Complètement. L'arrestation elle-même pose déjà le décor. On parle d'hommes en civil, en pleine circulation, qui l'embarquent sans aucun mandat. Aucune explication n'est donnée. Rien du tout. Rien. Il est menotté et jeté dans un véhicule. Selon ses propres mots, c'est comme un animal. À ce stade, on se demande forcément comment l'esprit humain traite ce choc. Passer d'une soirée tranquille à une disparition totale. J'imagine qu'avec une arrestation aussi sauvage, l'arrivée en prison n'a rien d'une procédure administrative classique. Ah bah absolument pas, non. Il est jeté à la prison civile de Lomé. Et pour donner une idée de l'horreur de la situation, c'est une infrastructure prévue pour environ 600 personnes. D'accord. Sauf qu'ils en entassent plus de 3000. 3000. Waouh. Donc le choc psychologique est immédiatement doublé d'une lutte physique pour la simple survie. Les détenus dorment à même le sol, ils sont écrasés par la chaleur, au milieu des excréments et de la maladie. C'est indescriptible. Et la nourriture y est tellement rare que la faim devient une torture permanente en fait. Attends, je ne comprends pas un truc. Même dans un régime très répressif, il y a généralement une petite façade légale, non ? On l'arrête en 2018, mais les sources indiquent que son procès n'a eu lieu qu'en février 2025. Ouais, c'est ahurissant. Comment l'administration justifie le fait de détenir quelqu'un pendant plus de 6 ans sans même le juger ou formuler de motifs clairs ? C'est là toute la mécanique de ce qu'on appelle la détention préventive abusive. Le système utilise des failles légales très élastiques. Genre des reports de l'instruction ? Voilà, des reports constants, sous couvert d'enquêtes soi-disant complexes, et c'est souvent pour des accusations super floues, comme atteinte à la sûreté de l'État. Donc ce vide juridique permet de les garder sous les verrous indéfiniment. Exactement. Donc le système judiciaire, c'est pas juste une balance un peu déréglée ici, c'est carrément un rouleau compresseur extrêmement lent et minutieusement conçu pour broyer tout espoir. C'est la métaphore parfaite. Et ce rouleau compresseur, il agit aussi physiquement. Ouais. Au service central de l'investigation, les sévices qu'il décrit lors de ses interrogatoires sont d'une brutalité vraiment clinique. Il parlait d'être attaché à un arbre, je crois. Oui, attaché à un arbre, puis matraqué, et ensuite lié à la roue d'une voiture. Il a été battu sur la plante des pieds jusqu'à vomir du sang, électrocuté et mis à l'isolement total pendant 19 mois. 19 mois d'isolement, 24 heures sur 24. C'est ça, et aujourd'hui, il a perdu l'usage de ses pieds. Il se déplace en béquille. C'est juste insoutenable. Et avec de telles blessures, dans une prison surpeuplée. Ce qui est fascinant ici, au sens le plus sombre du terme bien sûr, c'est la façon dont l'absence de soins médicaux est instrumentalisée. Comment ça ? Ce n'est pas juste une négligence logistique de la part d'une administration qui serait débordée. C'est carrément utilisé comme une arme silencieuse. Ah, je vois. Il raconte avoir vu des hommes s'éteindre lentement sous ses yeux, suppliant pour une simple injection ou pour voir un médecin. En fait, on laisse les infections et les blessures faire le travail des bourreaux. C'est vraiment glaçant. Mais justement, puisqu'il a la double nationalité irlando-togolaise, on se pose forcément la question en entendant ça. Où était l'Europe pendant tout ce temps ? Pourquoi l'intervention internationale n'a pas stoppé ça bien plus tôt ? C'est là qu'on entre dans une complexité diplomatique assez lourde. La double nationalité peut parfois entraver l'accès consulaire. Parce que le pays de détention ne reconnaît que la nationalité locale sur son propre sol. Exactement, c'est un obstacle majeur. Mais bon, la machine internationale a fini par s'enclencher quand même. En 2023, le groupe de travail de l'ONU reconnaît officiellement sa détention comme étant arbitraire. Et pourtant, il n'est libéré par grâce présidentielle qu'en janvier 2026. Pourquoi un décalage de 3 ans ? Parce qu'un avis de l'ONU, ce n'est pas une armée qui vient ouvrir les portes d'une cellule.
C'est surtout un levier diplomatique, en fait. D'accord. Il faut du temps pour que cet avis se transforme en véritable pression économique ou politique. Suffisamment de pression pour contraindre un État souverain à céder. Et ça prend souvent la forme d'une grâce présidentielle, juste pour sauver la face. Ok, je comprends mieux. Et voici où cela devient vraiment intéressant. Toute cette violence physique, cet isolement, cette lenteur bureaucratique. Le but initial, c'était de le briser et de le réduire au silence. C'est l'objectif de base, oui. Mais l'ironie poignante, c'est que cette épreuve a finalement forgé un défenseur acharné. Malgré son lourd handicap, il porte aujourd'hui sa voix jusqu'à la 61e session du Conseil des droits de l'homme de l'ONU à Genève. C'est une belle revanche. Il est devenu un mégaphone mondial pour dénoncer ces méthodes de répression. Ouais, sa résilience est une anomalie incroyable face à un système qui a été conçu pour effacer les individus. Mais son témoignage nous force vraiment à regarder en face la précarité alarmante de nos droits fondamentaux. Des droits qui ne tiennent parfois qu'à l'attention constante de la communauté internationale. Tout à fait. Il faut garder à l'esprit que ces droits sont fragiles. Et cela laisse ceux qui écoutent sur une réflexion assez troublante, à méditer bien après la fin de cette analyse. Laquelle ? Eh bien, l'ONU a formellement déclaré cette détention arbitraire en 2023. Mais les grilles ne se sont ouvertes qu'en 2026. 3 ans plus tard, c'est vrai. Voilà. Donc, quel est le véritable pouvoir coercitif de nos instances internationales des droits humains si une injustice flagrante, documentée et reconnue par le monde entier met 3 années entières à être corrigée sur le terrain?